pour les participants qui n'auront pas pu se présenter aujourd'hui, mais aussi dans l'optique d'un jour pouvoir développer des fiches, des outils, des guides. C'est le quatrième atelier de partage technique. Aujourd'hui, ça va traiter de la pérennisation des plateformes au service de la recherche. Et c'est une présentation conjointe du FRQ, du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de la communauté de pratique d'Alias. C'est Tess aujourd'hui qui va animer la table ronde, mais n'hésitez pas à interagir et à poser vos questions aux panélistes tout au long de la présentation. Vous pouvez utiliser les mains levées dans le chat ou directement les écrire, puis je vais prendre la balle au bon. Fait que merci encore tout le monde et Tess, tu peux lancer le bal. C'est parfait. Merci beaucoup, Sergio. Encore une fois, je vais demander aux personnes qui ne sont pas des panélistes aujourd'hui de juste fermer leur caméra. Ça va faciliter en fait l'échange pour savoir qui sont nos panélistes. Merci beaucoup, ça a été rapide. Donc, bonjour à tous et merci. Sergio a déjà fait l'introduction. Je suis Tess Berthier. Comme Sergio, je travaille comme coordinateur, coordinatrice du côté du FRQ, mais aussi avec le M3S. Aujourd'hui, on vous présente René Michaud qui provient de l'INAF, ainsi que Romain Berthy du CHUM, André Carpentier de l'Université de Sherbrooke et Myriam Mallet du CHUC. J'espère ne pas avoir écorché trop vos noms. Je vais vous demander à chacun d'entre vous si c'est correct. Puis je sais qu'on est en virtuel, fait que c'est pas aussi facile que se donner un micro, donc je vais sûrement appeler vos noms pour dire à qui ça va être de parler. Mais je vais vous demander de vous présenter en 2-3 minutes maximum et surtout de nous dire un petit peu plus sur quelle plateforme vous travaillez ou du moins s'il y a des plateformes dans votre infrastructure, quel est votre rôle autour, puis quelles sont celles-ci, puis qu'est-ce qu'elles touchent en général. Alors, je vais commencer avec René. Ah, René, tu es mute. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Tess, pour la belle invitation. Donc, je me présente, je suis Renée Michaud, je suis directrice générale de l'INAF, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Donc, c'est un institut qui est multifacultaire, donc qui est bien ancré au sein de cette université-là, mais qui agit aussi à titre de regroupement stratégique à l'échelle québécoise grâce à une reconnaissance et un financement du Fonds Recherche Québec, volet nature et technologie. Dans le cadre de notre regroupement de chercheurs, donc, on mobilise des forces vives au Québec pour s'intéresser aux enjeux majeurs liés à l'alimentation durable. Donc, ce qui nous amène à intervenir dans des secteurs du domaine bioalimentaire, de la nutrition et des sciences de la vie. Donc, on a un beau terrain de jeu pour travailler de manière collaborative avec les parties prenantes. Et au sein des plateformes qu'on a à mettre à la disposition pour faire avancer les connaissances, on a des beaux plateaux en chimie analytique, en digestion in vitro, notamment avec tout l'ère du microbiote intestinal, donc de belles plateformes aussi pour étudier vraiment le devenir des ingrédients. La métabolomique, qui est plus récente, mais qui est vraiment très en demande. Une belle unité d'investigation clinique qui dessert bien nos chercheurs dans le domaine de la nutrition, qui font des démonstrations de l'impact de la nutrition sur la santé. Et enfin, un complexe culinaire. Donc, heureuse de participer au panel pour partager notre expérience de la gestion des plateformes. Merci beaucoup, René. Puis, en effet, si vous n'êtes pas déjà allé à l'INA pour voir le complexe culinaire, c'est quand même très impressionnant. André, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre infrastructure et plateforme, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tess. Je suis docteur André Carpentier. Je suis le directeur scientifique du centre de recherche du CHU, donc à Sherbrooke. On est affilié à l'Université de Sherbrooke, mais on est partie intégrante du CIUS de l'Estrichus. On est un des établissements de recherche à l'intérieur de l'établissement ici. Et j'ai eu, lorsque j'ai été nommé directeur du centre de recherche il y a un peu moins de 5 ans, on m'avait donné, et le recteur de l'Université de Sherbrooke et le directeur général du CIUS, Dr Stéphane Tremblay, m'ont conjointement donné le mandat de créer ce qu'on appelle le pôle de santé numérique de l'Estrie. Et donc, suite à ça, on a intégré puis on a fait une série de demandes de fonds, dont la demande de financement du personnel hautement qualifié là, pour le numérique en santé. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis retrouvé responsable un peu de cette frange d'activité-là pour nos institutions.
Puis c'est à ce titre que je suis présent avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, André. Je vais passer à Romain Berti. Bonjour, merci pour l'invitation, Tess. Moi, je suis Romain Berty, je suis gestionnaire de Citadel, qui est le centre d'intégration des données en analyse médicale, oui, au CHUM. Citadel, c'est une plateforme qui a été créée en 2018 par un chercheur, par Michael Chassé, donc sur des fonds de recherche et pour des projets de recherche, en fait, donc pour servir les chercheurs, et qui continue aujourd'hui à évoluer donc, dans le centre de recherche du CHUM, toujours en servant pour le besoin des chercheurs, mais aussi d'autres missions avec maintenant l'hôpital et, euh, ouais, et autres. Dans Citadel, nous avons trois équipes. Une équipe données qui gère donc tout ce qui est lac de données et sciences des données pour nos chercheurs. Une équipe en biostatistique qui répond pareil aux demandes des chercheurs, à tout ce qui est en statistique et une équipe en bioinformatique qui est plus récente, mais qui aujourd'hui va servir les besoins notamment de la santé de précision, et donc ils font toutes les analyses omiques. C'est ça. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça que je voulais dire comme introduction. Super, merci beaucoup, Romain. Puis enfin, notre dernière invitée, Myriam Mallet, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Mon nom, c'est Myriam Mallet. Je suis coordonnatrice de Scienta. Je supervise le Centre de valorisation et d'exploitation des données du CHU de Québec, Université Laval. Le centre a vu le jour environ en 2021 suite à un fonds de Fondation canadienne pour l'innovation et aussi le Fonds de recherche du Québec sur FRQS. Qu'est-ce que c'est Scienta? Bon, c'est d'abord une infrastructure informatique sous forme de dépôt centralisé qui facilite l'interopérabilité des données au sein du CHU de Québec. C'est aussi un guichet unique d'accès pour les chercheurs qui désirent déposer des demandes et accéder à la donnée via notre infrastructure informatique. Et c'est une infrastructure qui va réunir en fait les données des 5 sites hospitaliers de la ville de Québec. On a aussi une belle expertise en sciences de la donnée. Donc, on a des ingénieurs de données, des scientifiques de données qui ont une expertise en base de données relationnelles et en biostatistique. Voilà. Super, merci beaucoup Myriam. Mais écoutez, je suis vraiment très contente de vous avoir tous aujourd'hui parce que on voit que vous arrivez de milieux vraiment pas pluridisciplinaires parce que vous êtes tous dans la santé, mais quelque part dans des infrastructures qui sont assez différentes dans les manières dont elles vont faire les choses et avec des plateformes aussi très différentes. Puis je pense qu'une des grosses questions dans le réseau de la santé, puis en général dans toutes ces infrastructures, c'est la pérennité de celle-ci. Parce qu'on s'entend que vous parlez beaucoup de subventions, de comment ça a été fondé, mais comment vous arrivez justement à pérenniser aujourd'hui ces infrastructures. Donc ça va vraiment toutes les questions du panel d'aujourd'hui. Je vais commencer par la première question, puis comme Sergio l'a bien indiqué, n'hésitez surtout pas à lever votre main dans le public si vous avez une autre question ou juste l'écrire dans le chat, puis Sergio va la rediffuser. Je vais généralement laisser un peu de temps avant de reprendre la prochaine question. Et pareillement, ben, je vais interpeller ici nos panélistes pour qu'ils y répondent, mais si jamais des panélistes voulaient revenir sur le point de quelqu'un d'autre, ben, comme, n'hésitez pas à juste ouvrir votre micro ou lever la main puis prendre la parole. Ça va me faire plaisir de naviguer avec ça. Je vais commencer avec la première question qui est extrêmement large, je le sais, mais qui est aussi comme la plus importante à mon sens, c'est quel mécanisme avez-vous mis en place pour assurer la continuité des plateformes au-delà justement des subventions? Donc, c'est-à-dire comme est-ce que vous redemandez d'autres subventions ou alors quand il n'y a plus de subventions, comment est-ce que vous faites pour que ça ne floppe pas complètement le projet que vous avez fait? Puis j'avais des propositions comme par exemple parler de fonds mutualisés entre différentes plateformes dans une infrastructure ou la facturation interne ou encore des partenariats. Donc, j'aimerais vraiment bien vous entendre là-dessus. Et je vais cette fois-ci commencer dans l'inverse de l'ordre que j'ai pris. Donc, Myriam, si jamais tu te sentais d'y répondre, je te laisserai le micro. Oui, ben dans le fond,
Je pourrais parler un petit peu plus du volet facturation interne. Donc, tu sais, je pense que c'est essentiel de faire la mise en place ou la conceptualisation d'une facturation qui va tenir compte de toutes les composantes du centre. Donc, c'est important de couvrir le travail effectué par les services qui sont rendus par le personnel hautement qualifié. Mais il faut aussi tenir compte, de tout ce qui est frais d'ouverture de dossier, administratifs, mais aussi pour un centre, surtout un centre de données massives, il ne faut pas oublier les frais, entourant l'entretien de cette infrastructure-là et aussi le développement des services. Donc, c'est vraiment essentiel de venir, réfléchir la facturation à l'interne pour tenir compte de toutes ces composantes-là. Et puis être capable de bien couvrir finalement là, les besoins là, des centres, dans le fond. Donc, c'est un premier commentaire que j'avais à faire. Merci beaucoup, Myriam. Romain, as-tu quelque chose à ajouter ou quelque chose de différent de ton côté? Il y a la partie similaire, oui, qui est recouvrement de coûts avec de la facturation interne de projets. Pour ça, on est très similaire avec Sienta, avec ce qu'ils font au CHU de Québec. Il y a aussi des gros projets qui sont amenés par des directeurs scientifiques, donc des projets sur des 3 ou 5 ans, qui sont des projets structurants pour amener des nouvelles expertises ou ouais, des nouvelles choses dans la plateforme. On a aussi le centre de recherche qui supporte une partie de nos activités, une petite partie, mais une partie quand même non négligeable. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, Citadel est une des 19 plateformes du centre de recherche. Donc tu parlais de mutualisation tout à l'heure, c'est pas vraiment de la mutualisation, mais il y a quand même une organisation des plateformes au CRCHUM en essayant de partager un certain nombre d'outils, de savoir-faire, et aussi de méthodes opérationnelles, je veux dire, tout simplement des systèmes de facturation, etc. Et puis, on a aussi, même si Citadel a été créé par la recherche et pour la recherche depuis quelques années, on a créé un partenariat avec l'hôpital et puis on dessert de plus en plus les besoins de l'hôpital. Donc il y a aussi des projets qui viennent du côté hospitalier et plus sous la forme maintenant de collaboration avec des plus gros projets aussi. Merci beaucoup, Romain. Ça mène bien justement cette composante justement de la mutualisation de tous les outils à l'interne, puis de ce qu'un plus gros institut pourrait faire par rapport à d'autres. Donc, c'est vraiment bon, merci. André Corpartier, je vais passer à vous. Ouais, ben nous autres, la pérennisation est à built-in dans le sens où on a intégré les professionnels hautement qualifiés dans des plateformes préexistantes à l'intérieur du centre, à l'intérieur de l'hôpital. Puis même s'il n'y en a pas directement qui touchent l'université, ben, on travaille étroitement aussi avec d'autres plateformes à l'université, encore une fois qu'on a regroupé dans le pôle du numérique en santé de l'Estrie. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, on a intégré ces gens-là dans des plateformes qui fonctionnaient déjà très bien, qui avaient déjà un plan d'affaires intégré qui était quand même solide. Et évidemment, on a développé à la suite là, des stratégies supplémentaires de, de, de retour de coûts, disons, aux utilisateurs, là, un peu comme Myriam le mentionnait également. Évidemment, je ne vous cacherai pas qu'actuellement, dans le contexte mouvant de Santé Québec, la composante, je dirais, plus hospitalière est en mouvance actuellement, mais on a quand même été capable jusqu'à maintenant, puis je touche du bois, de garder un certain contrôle, puis nos contacts là, dans les directions à l'intérieur de notre établissement là, pour ne pas perdre le fil de tout le travail qui a été fait, là, puis toute l'organisation qui a été faite. Puis nous, notre hub de données à l'intérieur du CIUS de l'Estrichus s'appelle Dorise. C'est sous la responsabilité de la direction de la qualité de l'établissement. Puis on a toujours et on compte continuer à avoir un maintien du corps des gens qui travaillent avec nous autour du pôle pour maintenir les acquis puis continuer à développer.
Cela dit aussi, c'est intégré à l'intérieur du centre de recherche du CHU, entre autres. Puis effectivement, nous, nos financements de centre nous aident aussi à maintenir ces infrastructures-là, puis les plateformes. Donc, il y a une certaine mutualisation du risque qui est fait. Puis évidemment, ben, on continue toujours et toujours à faire des demandes de fonds également. Puis les infrastructures de recherche sont en grande partie dépendantes des fonds qui sont amenés par soit les institutions pour des grandes demandes d'établissement ou soit par les chercheurs directement qui ont leurs propres besoins puis ont leur financement qui viennent de toutes sortes de sources et qui utilisent ces ressources-là là, sur une base de coût par service. Merci André. René, je vais te laisser la parole. Merci. Donc, c'est très similaire et complémentaire, c'est ça, aux collègues autour de la table, mais pour les 5 plateformes de l'INAF, ça veut dire 11 personnes hautement qualifiées qui sont autofinancées, donc par le biais justement des subventions et des services rendus. Fait que notre façon de faire depuis presque 20 ans maintenant, c'est d'utiliser l'ensemble des subventions obtenues, comme tu l'as mentionné, André, les grandes subventions FCI avec le Fonds d'exploitation des infrastructures qui vient couvrir une partie, donc ne serait-ce aussi que les concours aussi du MEIE, les PSO et tout ça. Fait qu'on va chercher le maximum collectivement les subventions qui peuvent couvrir une grande majorité du personnel. Puis notre pierre d'assise, c'est vraiment notre subvention FRQNT, regroupement stratégique pour lequel on dédie 50% du salaire de l'ensemble de notre personnel. Donc, on établit le coût des services, donc de base, puis notre souhait, c'est vraiment de ne pas faire de sous, puis de faire bénéficier nos chercheurs du meilleur coût possible. Donc, il y a un tarif membre pour lequel vraiment c'est très, très avantageux et c'est pour ça que nos chercheurs, je pense, y adhèrent à cette philosophie-là de fédérer et de mutualiser là, un grand parc d'infrastructures, mais pour lesquels notre tarification de nos services aussi à d'autres paliers, pour lesquels si on offre des services à d'autres chercheurs académiques, bon là, le montant est un petit peu plus élevé, ou si c'est vraiment des industriels, ben là, il y a un autre palier plus cher pour lequel c'est une petite source de revenus. Mais c'est pas si significatif là, sur l'ensemble de ce que ça nous prend pour assurer aussi le maintien des équipements eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut bien faire l'exercice, puis faire vraiment comprendre à nos chercheurs, c'est que dans le coût du tarif établi, il faut réfléchir à ce que tu as dit, Myriam, tu sais, le coût de développement, le coût d'analyse administrative qui est lié à ça, de pérennisation des infrastructures, on doit l'inclure, sinon, très vite, on ne passe pas la rampe. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on fonctionne, mais on a 2 parcs pour lesquels c'est un peu différent. On s'est donné l'agilité aussi pour 3 plateformes d'agir comme on vous le mentionne, avec en cumulant des subventions et utilisateurs payeurs. Mais pour notre unité d'investigation clinique, on fonctionne avec aussi une taxe ou un pourcentage un pourcentage de revenus qui est lié aux subventions obtenues à la base des études cliniques. Fait que comme ça nous permet quand même d'avoir aussi une autre façon de différencier en fonction de la nature même des infrastructures pour avoir un fonds aussi pour vraiment fonctionner au niveau de cette unité d'investigation clinique-là. Et au niveau de notre complexe culinaire, on fonctionne aussi différemment parce qu'on n'a pas assez d'utilisateurs payeurs. Par contre, c'est un plateau qui sert beaucoup à la communauté. Donc là, on a pris le levier plus de la philanthropie pour rendre ça accessible à la communauté et aux chercheurs de surcroît aussi qui l'utilisent pour la recherche et la formation. Fait que voilà. Merci beaucoup, René. Je pense que tu as répondu à une de mes questions qui était justement à quel point on peut avoir des financements qui viennent en dehors des chercheurs à l'interne, donc que ce soit par des partenariats ou l'industrie ou alors d'autres académies. Puis on voit que dans ton cas, tu dis c'est quand même assez minoritaire, donc faut pas non plus se baser là-dessus. J'aimerais savoir néanmoins pour les autres panélistes, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que déjà vous le faites, c'est-à-dire d'avoir ces collaborations, de la possibilité d'avoir les plateformes qui répondent justement à une demande qui vienne de l'externe?
Et si oui, est-ce que justement c'est un apport non négligeable ou alors ça sert plus comme des collaborations qui peuvent être importantes pour des demandes de financement, justement MUE, etc., pour montrer qu'il y a un partenariat avec l'industrie, etc. Fait que j'aimerais vraiment vous entendre dessus. Romain, je vais te donner la parole si c'est correct. Puis si tu n'as pas grand-chose à dire, je la donnerai à quelqu'un d'autre. C'est bon. Ok, je peux commencer, merci. En fait, nous, on a exactement le même système, mais c'est très peu utilisé, c'est assez marginal euh, comme service qu'on offre à l'externe. Donc, c'est ça, pour reprendre ce que disait René, c'est on a des tarifs, tarification privilégiée pour les utilisateurs internes, les chercheurs internes, pour l'externe qui est un petit peu plus cher, et puis pour les industries qui est encore un petit peu au-dessus. Mais c'est ça, ça arrive assez peu, c'est vraiment marginal. Est-ce que André, vous avez la même expérience Ouais, je avec pourrais vous ça? dire que l'expérience qu'on a avec des collaborateurs externes, d'abord externes académiques, mais aussi privés, est beaucoup basée sur des collaborations établies de recherche ou des partenariats établis. Donc, c'est pas tant, tu sais, on n'a pas encore atteint le degré de maturité qui nous permet, par exemple, de s'afficher sur Internet puis d'avoir des demandes là. Sans nécessité, juste comme ça, d'utilisation de services avec un coût, puis tu sais, que ce soit très transactionnel comme ça, là. Donc, c'est beaucoup lié à des collaborations qui sont établies souvent d'assez longue date, puis qui a une valeur ajoutée là, vraiment au développement. Les chercheurs sont déjà connus des entités privées, par exemple, puis il y a eu des collaborations qui sont développées de cette manière-là. Donc, pour l'instant, c'est l'état des choses. C'est sûr qu'on est très ouvert à faire maturer le système pour que ça soit de plus en plus efficace et utilisé par tout le monde, par l'environnement externe. Mais c'est ça, c'est pas la réalité, là. Merci beaucoup, André. Myriam, est-ce que c'est pareil pour vous de votre côté? Oui, c'est une expérience similaire. Je dirais que les collaborations de notre côté sont un peu les mêmes que le CHUM, dans le sens qu'on a des collaborations dans le milieu hospitalier. Donc, c'est très minime les collaborations externes. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a un avantage d'avoir du financement qui va venir plus encourager l'embauche de personnel hautement qualifié, là. C'est quelque chose qui est comme un peu le nerf de la guerre, je dirais, là, dans le financement. Donc, non, effectivement, j'ai une expérience très similaire là, de mes collègues. Puis, Merci. Oh, si je peux rajouter juste, en fait, oui, c'est un peu comme disait André là, c'est pas des compagnies privées de toute façon qui viennent nous voir directement, hein, c'est à travers l'entremise d'un chercheur. Donc, c'est souvent des collaborations qui existent déjà avec des chercheurs du milieu. Et là, il y a des choses qui se font comme ça. merci pour la mention, Romain. Je pense que c'était important à dire quand même. Est-ce que dans l'audience, il y aurait d'autres personnes qui veulent poser des questions? N'hésitez surtout pas. Moi, j'en ai tout un paquet là, donc il y a pas vraiment de souci. Mais je vais aussi laisser la place aux autres personnes ici présentes pour le faire. Je vous dis, oui, Guillaume Paré, parfait. J'ai une question plutôt pragmatique. Moi, je suis du côté des affaires réglementaires, dans la mesure où la plupart d'entre vous, c'est des données de santé. Comment les données peuvent être accédées, en fait, parce qu'il y a la loi 5 là, qui vient, je sais pas si vous percevez une complexification des choses ou quoi que ce soit. Donc, je comprends qu'à l'interne de vos équipes, c'est une chose, mais quand vous avez des demandes externes, comment vous procédez? Comment ça s'articule? Je pense que c'est un très bon point qui est soulevé, si je peux me permettre. Puis j'allais le soulever spontanément, là, parce que c'est quand même un enjeu majeur là, dans notre système. C'est encore très lourd, malheureusement, d'accéder aux données de santé, même pour des raisons purement académiques ou même à l'intérieur des organisations, manipuler les données de santé pour des affaires non commerciales, c'est très, très compliqué. Fait que s'il y a l'ombre d'un doute, d'un soupçon d'affaires commerciales dans l'affaire, ben là, ça fait souvent dérailler toute la chose, ça ralentit beaucoup le processus.
Puis je pense que là est un grand défi de nos organisations. Puis nous, on y travaille là, très activement. Puis je sais qu'il y a des gens là, très actifs dans ça. J'ai vu Marc-Claude Battista là, qui est en ligne, entre autres. Puis on essaie, je pense, de rationaliser autant que possible notre système à l'interne pour avoir un hub unique pour accueillir les demandes, puis canaliser, faire l'analyse le plus rapidement possible en amont pour prendre le meilleur chemin réglementaire possible, puis administratif possible pour accéder à la demande, ou encore le dire d'emblée, ça, c'est pas possible. Ou, tu sais, ces paramètres-là sont impossibles. Puis nous, ça nous prend ces 5 éléments-là qui sont essentiels dans l'entente. S'il n'y a pas ça, oubliez ça d'emblée. Donc, on n'a pas encore mis en place ce système-là, mais c'est ce sur quoi on travaille fort en ce moment. Puis moi, j'ai vraiment l'impression, je ne suis pas le seul, que le défi pour nos organisations, c'est est beaucoup là et que la récompense est beaucoup là aussi, dans le sens que moi, je suis convaincu qu'on est capable de doubler notre tarte de revenus contractuels, puis aussi la simplification administrative, puis l'économie de temps et d'énergie qu'on pourrait obtenir de ce genre de système-là, ferait en sorte qu'on grossirait notre tarte, puis probablement qu'on réduirait ou en tout cas on contiendrait les dépenses. On n'augmenterait pas nos dépenses d'administration en augmentant cette tarte-là, là, parce qu'on serait plus efficace. Moi, c'est ce que je pense, mais il y a un gros défi là. C'est clair, c'est ce qui accroche dans bien des cas, là, dans un grand pourcentage des cas. Merci. Est-ce que René, Romain ou Myriam, vous vouliez ajouter quelque chose à ça? Non, René pense que tout est bon. Myriam? Oui, ben, dans le fond, je peux faire un peu écho à mon collègue André. Tout ce qui est accès aux renseignements de santé et services sociaux, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre les trajectoires qu'il faut prendre selon le statut du chercheur. Donc, si on est un chercheur lié, donc on se retourne vers son établissement pour faire les demandes. Et il y a beaucoup de mécanismes présentement qui sont mis en place pour faire l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée là, de chacune des demandes qui sont déposées dans les établissements là, via les guichets là, de l'éthique. Donc, tu sais, je pense que pour revenir un peu à ta question sur comment accéder aux données de la bonne façon en respectant la loi, tu sais, je pense que des centres de données massives qui endossent le statut de tiers de confiance de l'établissement peuvent venir faciliter l'accès à la donnée en santé, s'assurer de faire une bonne évaluation du risque, s'assurer que la trajectoire du chercheur est bonne, puis d'être conforme aux lois en vigueur, dans le fond. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose à tenir compte là, quand on veut mettre un centre en place. Je pense qu'un centre de données peut venir apporter cette clarification-là, puis cette analyse-là rapide avec des experts qui ont les connaissances pour. Non, si je peux me permettre, donc si je comprends bien, ça passe pas systématiquement par... autrement dit, les demandes peuvent vous arriver directement. Est-ce que c'est ça? Les chercheurs liés seulement. Oui, Donc, tout chercheur lié à un établissement qui détient des renseignements de santé et services sociaux, effectivement, peut faire une demande là, via les canaux là, que vous connaissez déjà là, avec ouais. les comités d'éthique. Excellent, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Romain, voulais-tu dire quelque chose d'autre toi aussi? Non, ouais, je voulais juste dire, c'est très similaire à ce que disait Myriam. C'est ça, avoir un centre avec un guichet d'accès unique, ça permet euh, de canaliser tout, puis d'avoir des procédures établies. Nous, on a fait le pas l'an dernier aussi d'aller chercher une certification ISO 9001 pour justement améliorer la qualité puis de nos process et s'assurer que tout est documenté et puis que tout suit la même logique, en fait, parce que parfois on a l'impression que il y a des décisions qui sont prises pas forcément de façon égale. Alors, on a travaillé aussi pas mal là-dessus. Sergio, je ne sais pas s'il y avait une question que tu voulais. Pas dans le chat, mais je voudrais prendre la balle au bon puis parler un peu du contexte législatif puis de l'arrivée de Santé Québec dans le portrait. Euh,
Dans ce contexte-là, on sait que la vision du ministère de Santé Québec, ça serait des lacs de données centralisés, surtout avec le corps, moins de petites initiatives un peu partout dans la province. Est-ce que, à court terme, est-ce que vous planifiez qu'il y ait peut-être moins de concours ministériels qui soient disponibles? Est-ce que vous prévoyez qu'il faut changer un peu le modèle de facturation, une plus grande proportion de utilisateurs-payeurs, moins de concours, ou est-ce que... Ben, si je peux me permettre, puis là, je vais élargir un peu le débat. Là, je ne suis pas certain que les lacs de données puis les bases de données vont pouvoir être centralisées aussi facilement que ça. Puis je peux vous donner plein d'exemples dans mon centre, puis je suis certain que mes collègues vont vous en donner d'autres. C'est absolument impossible de penser que un- quiconque au ministère ou à Santé Québec a la compétence puis les connaissances pour être capable de faire ça bien sans mettre en péril un grand nombre de choses puis un grand nombre de patrimoines importants dans notre système. Donc, ça, c'est le premier élément que je veux mettre, que je veux vraiment, puis je vois mes collègues acquiescer, là. Je pense que c'est très important de dire ça. En maintenant les stratégies de financement ou d'organisation, moi, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas vu encore une maturité de réflexion, ni de la part de Santé Québec, ni de la part du ministère. Puis je m'excuse d'être très, très direct comme ça, là, puis d'être franc, mais c'est mon style, c'est comme ça que je suis. Puis c'est comme ça qu'on m'aime, apparemment. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion profonde qui inclut les experts à l'intérieur de ces organisations-là pour ne pas faire d'erreur, puis pas réinventer la roue d'une part, quand on n'a pas besoin de la réinventer, puis d'autre part, si on a besoin d'inventer une roue, mais que cette roue-là serve véritablement pour le bénéfice de la population et non pas les bénéfices d'une partie X de la fonction ministérielle ou de Santé Québec. Donc, je pense que ça, c'est très, très important de mettre ça en place. Je pense que la beauté de la chose, puis si je reviens à la compétition, puis l'initiative de financement qui a eu cours par le FRQ et par le ministère de l'Économie au cours des dernières années, même le ministère de la Santé, ça a été de créer une communauté de pratique, puis de ramener les gens plus ensemble. Exactement ce qu'on fait aujourd'hui, là, pour pouvoir se discuter davantage, puis mettre en commun davantage nos expériences, nos expertises, puis soulever les enjeux, puis de pointer vers les meilleurs experts pour nous aider à dénouer ces enjeux-là, puis pour éclairer tout le monde. Puis je pense que, puis ça, je vais finir mon pitch là-dessus, là, mais ça, c'est un pitch que je fais tout le temps. La compétition est en Chine, OK? La compétition n'est pas au Québec. Nous, on est condamnés pour travailler le plus efficacement puis le mieux ensemble. Puis plus on va valoriser notre écosystème global au Québec, mieux on va s'en tirer. Puis il y a véritablement, tu sais, c'est existentiel, là. Et je veux dire, les gens ne réalisent pas le danger dans lequel on est au niveau existentiel face à des grosses machines comme la Chine, puis d'autres juridictions qui arrivent avec des investissements absolument gigantesques dans le domaine du numérique et dans les autres domaines. Ils vont prendre le haut du pavé. Puis je ne suis pas certain qu'ils ont tout à fait les mêmes valeurs qu'on veut défendre, là, tu sais. Fait que, on se retrouve dans une situation où il faut nous organiser, puis s'assurer que nos décideurs aient les meilleurs outils possibles entre les mains pour être capables de prendre les meilleures décisions pour la pérennité de nos systèmes. Si je peux me permettre, Sergio, j'ajouterais au commentaire d'André que cette réflexion-là aussi, il faut vraiment qu'elle soit interministérielle, intersectorielle. Parce que nous, par exemple, on gère peut-être moins de données numériques, mais on gère beaucoup d'échantillons biologiques. Puis dans la réflexion, il faut aussi prendre compte de ça. Puis les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, mais le nombre d'échantillons biologiques disponibles, c'est ça au sein de l'ensemble des universités qui vont justement, tu sais, de l'intrant. Ça pourrait être des banques de phages, de bactéries lactiques, mais aussi de plasma, de salive, de fesses. Il y a une diversité aussi pour lesquelles
Ces banques-là qui, après ça, nous servent à développer de la donnée numérique, doivent être aussi réfléchies sur comment on les archive, combien de temps on les garde, comment on les rend disponibles aussi, puis sensibiliser nos chercheurs lors des comités d'éthique à cocher, puis à faire les bons mouvements là, pour les rendre accessibles aussi à l'ensemble de la communauté. Sergio, ça t'allait comme réponse? Oui, Romain qui a démuté. Ah, Ouais, parfait. j'allais juste dire 100% d'accord avec ce qui a été dit, là. Merci André d'avoir d'avoir pris la parole sur ce genre de choses. Mais oui, c'est ça. Je pense que je serais curieux d'entendre Myriam aussi, mais on pense exactement de la même chose, de la même façon pour la vision actuelle là, qui vient de Santé Québec. Moi, je vois pas comment, à part de penser que ils ont juste une petite partie petite partie euh, des services qu'on doit offrir en tête et puis qu'ils oublient une grande partie de ce qu'on fait. Donc, dans le meilleur des cas, c'est une méconnaissance de nos fonctionnements et des besoins des chercheurs et puis de comment on fonctionne. Euh, mais c'est ça, je vois pas comment ça va être possible. Et Puis puis, même dans un monde idéal où il y aurait une centralisation, ça prend les experts sur les sites qui connaissent les particularités des établissements, des banques de données locales. Euh, Exactement. Puis pas en silo, là. Ça, c'est clair que oui, ça serait un bénéfice d'avoir quelque chose de centralisé qui permet d'établir un réseau, mais de là à penser que ce centre se substitue aux autres complètement, je pense que c'est illusoire. Et puis, je ne sais pas si on parlera du CAR, c'est comme un autre point après, là, tout à l'heure, tu as mentionné le CAR, fait on va peut-être le garder pour plus tard, mais... mais si je peux me permettre, tu sais, puis on est dans le domaine du numérique ici, là, puis c'est vraiment l'endroit pour parler de l'accessibilité des données, non seulement pour la recherche, mais aussi pour la prise de décision éclairée dans nos organisations. Puis, si je peux me permettre ma petite expérience de gestionnaire, puis aussi de médecin, puis de chercheur dans le système, m'a appris qu'il y a deux ingrédients absolument essentiels dans des systèmes complexes pour bien gérer ces systèmes-là. Le premier élément, c'est les données. OK? Avoir accès à des métriques qui sont mesurées en temps réel le plus possible pour prendre les meilleures décisions. Puis le deuxième élément, c'est d'être doté de spécialistes, d'expertise qui ont une certaine capacité. Moi, je parle tout le temps du 20 là. Tu sais, quand vous avez des médecins, des infirmières, des professionnels, des gens hautement qualifiés, peu importe lesquels, dans tous les domaines, vous ne voulez pas contraindre ces gens-là top-down, puis pas leur donner de marge de manœuvre. Ça prend une marge de manœuvre minimale de ces gens-là, puis moi, ma règle de pouce, c'est 20 du temps. 20 si on a un système où tu as une série de professionnels avec évidemment des descriptions de tâches bien décrites, mais que tu as une marge de 20 de leur temps qui leur permet de réfléchir aux enjeux, de faire les améliorations qu'il faut, puis de s'adapter aux impromptus, puis aux urgences de la vie quotidienne, puis à ce qu'on n'est pas capable de voir venir top-down, ben moi, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Fait que si on a les bonnes données, puis on a cet élément-là, notre système est hautement adaptatif, puis est capable de faire face aux enjeux, puis de faire les modifications qu'il faut. Puis ensuite de ça, peut-être le troisième élément qu'on peut rajouter de façon systémique, c'est la capacité de mettre à l'échelle les solutions qui sont proposées. Donc, puis c'est le genre d'initiative qu'on fait en ce moment. Tu sais, je pense que si on fait des communautés de pratique puis qu'on est capable d'amener les bons coups à plus haut niveau, bien là, le système est capable de s'adapter à partir de solutions qui ont été mises en place puis qui ont été évaluées plus localement dans le système, là. Si je peux fermer la discussion sur ce point, parce que mes collègues ont très bien parlé des enjeux. Finalement, juste pour clore, je pense que ce qui est important, c'est une mise en commun, dans le fond, des principes de gouvernance, là, dans le fond, qui est essentiel pour
une cohésion provinciale puis garder la confiance du public. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pense que mes collègues ont bien exprimé. Et si on retourne un peu vers le côté plus financement puis pérennisation des plateformes, là, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude, mais on va avoir besoin d'avoir une grosse discussion collective, puis on va avoir besoin de remonter tout ça à l'initiative interministérielle pour être capable de continuer les investissements, dans le fond, pour au moins protéger nos acquis de ce qui est là jusqu'à maintenant. Et juste pour backer ce que je viens de dire, le 20%, là, ça correspond très exactement à la moyenne de la pérennisation de nos meilleures plateformes, autant à l'université qu'à l'hôpital. Nos excellentes plateformes là, peuvent pas être plus pérennes que 80% sur de la base des utilisateurs. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes puis qu'ils sont inefficaces, là. Ils sont très efficaces, mais ça représente ce 20%-là un peu, ça transpose sur le plan financier ce que je viens de vous dire, là. C'est qu'il y a toujours, il y a des éléments incompressible dans le financement des systèmes. Puis nos plateformes, c'est au-dessus de 80% du temps de personnel hautement qualifié, là. Donc, c'est pas, tu sais, c'est ça qui coûte cher dans les systèmes, dans les plateformes, mais c'est ça qui vaut cher aussi. Puis c'est ça qui nécessite valorisation. Puis si on a un système qui valorise bien ce personnel hautement qualifié-là, qui leur donne vraiment la marge de manœuvre pour exprimer leur expertise de façon intelligente et sage, ben, en fait, on retire ce qui est le meilleur dans nos systèmes. Puis ça, on le voit bien. Donc, je pense qu'il faut, puis évidemment, je parle en général, c'est sûr que les plateformes, je ne dis pas que c'est 20% pour tout le monde, là. Je dis qu'en moyenne, c'est ça. Ça peut être plus ou moins, mais je pense qu'il faut quand même garder ça en tête comme un facteur important. Donc, en d'autres termes, il va toujours y avoir un besoin d'un financement structurel dans nos organisations, soit par nos centres de recherche, soit par un financement éventuel de Santé Québec dans la mission recherche et innovation de façon générale dans nos organisations, soit par d'autres sources. Mais il faut toujours l'intégrer, il faut que ça soit built-in. Puis n'importe qui pense à un système complexe puis qui n'a pas ça, je, je mettrai en doute les compétences de cette personne-là, puis l'expérience de cette personne-là. Si je Merci. peux poursuivre sur cette voie-là, je trouve ce qui nous fragilise beaucoup en ce moment, si tu le dis, André, ça représente 80%, tu sais, de nos dépenses sont liées à un investissement majeur qui sont des ressources humaines. Malheureusement, nos subventions sont souvent, tu sais, linéaires dans le temps. Et ben, évidemment, il y a des augmentations salariales, c'est normal, il y a des maturités, on garde nos gens, ils prennent de l'expérience et tout ça. Donc, comment maintenir ce savoir-faire-là qui est vraiment notre pierre angulaire, tu sais, pour le développement, tu sais, des connaissances, alors que là, les subventions sont vraiment dans un moment critique pour être capable de bien nous soutenir à cet égard-là. Puis on ne parle même pas, tu sais, de la désuétude aussi de nos équipements qu'on veut garder ou sur certains types d'équipements moins sexy au niveau scientifique, mais qui sont nécessaires comme des autoclaves et tout ça, pour lesquels c'est très difficile de faire financer ce genre d'équipement-là. Ça fait que on doit quand même crier un peu puis démontrer qu'on a besoin de se parler et d'être écouté pour soutenir nos infrastructures de recherche. Ouais, puis je sais que tu voulais prendre la parole, Tess, mais juste pour dire, je suis tout à fait d'accord avec tout ça aussi. Puis Sergio, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'inquiétude. En tout cas, pour moi, de mon côté, il y a quand même de l'inquiétude justement au sujet de ce qui s'en vient, mais il y a quand même une forme de confiance sur le fait que c'est ça, on a quand même appris un certain nombre de choses. Puis euh, avec tout ce qu'on a dit là, il y a des choses qui pourront pas aller sans cette consultation-là. Euh, il y a aussi puis sur le personnel hautement qualifié, nous c'est pareil, là, nos dépenses, c'est quasi exclusivement de ça. Puis c'est notre richesse aussi. Et
il faut combattre aussi, parce qu'elle existe encore, cette pensée que l'IA est magique et va nous sauver, puis qu'aujourd'hui, c'est plus facile de créer un lac de données en 2 clics, et puis on met de l'IA dedans, puis ça va remplacer tout ce beau monde-là. Non, ça n'arrivera pas. J'ai des exemples, on en a à l'appel chaque jour. Euh, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ah, il y a juste ceux qui connaissent pas vraiment ça, qui sont capables d'affirmer des choses comme ça. En fait, l'IA risque de nous perdre davantage. Puis moi, je fais l'analogie avec, vous savez, à un moment donné, les gens pensaient on serait capable de modéliser in silico ce qui se passe dans les animaux, l'être humain, les cellules. Puis évidemment, on modélise ce qu'on connaît déjà, mais ce qu'on ne connaît pas, on est incapable de le modéliser, puis on peut juste faire de l'extrapolation qui s'avère souvent pas vrai. Donc, c'est plus on se crée des illusions à penser comme ça. Je pense il faut quand même garder ça de façon très rationnelle. Puis notre véritable valeur est dans les personnes puis dans les expertises qu'on est capable de garder. Puis plus on est capable de pérenniser longtemps ces expertises-là, puis plus ils se développent bien dans un écosystème bien organisé, ben, plus ils prennent de la valeur. Mm. Euh, c'est ça qui est extraordinaire. Puis cette valeur-là, ben, s'exprime dans des domaines d'enseignement puis dans des domaines de soins. Moi, j'ai vu beaucoup d'exemples de gens qui ne sont pas des cliniciens, qui ont amené énormément de valeur dans le système de soins autour. Puis ça, c'est pas tenu non plus c'est pas pris en compte dans l'évaluation des retombées positives de nos organisations. Puis il faut le faire de plus en plus. Puis je pense qu'avec les données qu'on peut générer, puis avec des systèmes qu'on est capable de mettre en place, entre autres dans le cadre de ce genre d'initiative-là qu'on a fait avec les personnels hautement qualifiés, bon, on peut éventuellement avoir un système qui nous permet de mieux évaluer les retombées positives, puis aussi mieux de voir où finalement ça avance moins bien, où les pratiques parfois sont pas déficiente, mais peut-être retardataire, puis qu'on est capable de faire avancer les choses. Puis encore une fois, quand on fait face à des gens intelligents, bien formés, qui ont une expertise, puis qu'on leur donne les données, c'est souvent suffisant. Si on les données puis le temps, ils vont eux-mêmes prendre les bonnes décisions pour améliorer le système. Parce qu'il n'y a personne que je connais qui n'est pas un petit peu fouetté par un manque de performance dans son organisation, un coup qui s'est démontré par des données probantes. Puis ça, les gens échappent ça souvent, mais c'est le moteur le plus puissant d'amélioration que moi j'ai vu dans mes années de pratique. Je vais me permettre de couper un tout petit peu la discussion parce qu'on arrive à la fin, puis c'est pas parce que c'est pas intéressant, bien au contraire. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est sorti ici, c'est d'avoir une voix et que cette voix se fasse entendre. Puis j'espère que justement des communautés de pratique ou des endroits comme celui-ci pourront aider à porter cette voix, notamment parce que ce panel est aussi visible par les personnes du gouvernement. On a aussi invité des personnes de Santé Québec, donc j'espère que ça pourra devenir un jour une forme de table où tout le monde pourra s'entendre un peu plus. Euh, je vais juste me permettre aussi de faire la promotion d'un événement du RSN qui arrive le 3-4 novembre, en fait, qui va être le forum des plateformes. Donc, si vous êtes intéressé à discuter un peu plus des thématiques d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je vais vous partager le lien dans le chat. Je me permets juste de le faire maintenant pour pas l'oublier, mais j'aimerais garder maintenant 2 minutes par personne, peut-être pour quelque part conclure sur ce qui a été dit aujourd'hui. Puis finalement, vous avez fait toute ma jam à ma place. Vous êtes vous-même posé les questions, puis interagi ensemble. Donc c'était parfait. Mais je me demande, en ressortant de ça, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on peut commencer à écrire quelque chose ensemble? Est-ce qu'il faudrait se rencontrer encore plus entre centres pour justement se faire entendre en étant pluriel et pas juste certains centres, puis vraiment comprendre, comme on dit, le 80%, etc. Essayer d'organiser quelque chose pour se faire comprendre et dire c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Puis j'entends très bien tout ce qui est d'IA. Je suis moi-même anciennement chercheur en IA, puis je suis la première à dire que c'est pas une baguette magique. Donc,
vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous voyez peut-être dans un monde très utopique que vous pourriez faire pour changer un petit peu les choses pour que les plateformes puissent continuer d'exister puis être ce qu'elles sont et pas que ce soit un travail qui tombe à l'eau. Donc, Mhm. je vais laisser peut-être la parole à Myriam, puis je vais vous donner la parole ainsi de suite, puis je garderai un petit 1 ou 2 minutes pour le mot de clôture tout à la fin. Oui, ben, en fait, ça serait juste, je pense que je vais me répéter un peu, mais pour venir un peu faire une synthèse, tu sais, le financement pour le personnel hautement qualifié est important. Donc, on rivalise avec le secteur privé qui vient aussi s'intéresser à ce genre d'expertise-là en base de données relationnelles, en ingénierie de données, en bioinformatique. Donc, on veut avoir des conditions de travail qui sont intéressantes pour ces personnels-là, puis on veut les garder. Donc, je pense que qu'est-ce que je peux souligner, c'est ça, c'est qu'on veut garder nos gens, on veut garder nos experts. Donc, ça serait le mot de la fin que je mettrais. Merci Myriam. Romain? Oui, c'est vrai, on a oublié de parler de cet aspect-là aussi dans la pérennisation des personnes hautement qualifiées. Il y a aussi de la concurrence avec les grosses entreprises de tech c'est ça. Donc, il faut offrir des conditions, il faut être capable d'offrir des conditions salariales et autres qui permettent de garder nos gens et de leur permettre de s'épanouir dans nos centres. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est, oui, je pense qu'on gagnerait à mettre en commun nos efforts, nos bons coups et à discuter entre plateformes, à faire remonter nos voix aussi, pas de façon isolée, hein, qu'elles soient plus impactantes ensemble pour justement influencer nos décideurs et puis euh, au moins que nos, je veux dire, pas revendications, mais que nos façons de faire puissent être connues et entendues, puis que des décisions soient prises avec les bonnes informations, en fait. C'est pas mal ça. Merci beaucoup Romain. René? Ben, je pense qu'on a entendu des mots-clés là, comme communauté de pratique, partage d'informations, faire confiance à l'intelligence collective aussi. Il y a peut-être, moi, je découvre aussi à vous écouter tu sais, des nouveautés ou des façons de faire. Puis, je me mets un peu à la marge du domaine de la santé, mais aussi du domaine plus des sciences naturelles et génie, pour lesquelles je vois quand même beaucoup de voies de passage qui sont peut-être pas assez explorées puis pour lesquels il y a aussi peut-être des façons de faire différentes aussi, pour lesquelles on pourrait apprendre puis mettre nos efforts en commun. Donc, je salue l'initiative puis est très ouverte aux collaborations futures. Merci beaucoup René. Puis enfin, André. Ouais, ben, moi, j'encouragerais le FRQ à continuer de catalyser la discussion entre le ministère de la Santé et le ministère du Développement économique en particulier, puis à intégrer de plus en plus la discussion à travers les centres. Vous savez, on a des forums des directions des centres de recherche du FRQ. J'ai jamais eu le plaisir de rencontrer les autres centres de recherche des autres organisations scientifiques parce que ça n'a pas été organisé, cette discussion-là. Puis je pense qu'on aurait intérêt à réfléchir à un forum de discussion à plus haut niveau. Évidemment, dans le domaine du numérique, là, ça va de soi, mais même dans l'ensemble des plateformes de haute technologie, puis des avancées en recherche et innovation au Québec. Fait que je pense que vous êtes bien placé pour catalyser cette discussion-là, puis peut-être amener il faut trouver la formule, là, puis je ne l'ai pas, là, mais il faut trouver la formule pour garder ça en discussion. Puis je dirais, juste, puis je vais finir là-dessus, c'est à différents niveaux. Il faut évidemment que les directions scientifiques s'entendent, mais moi, je vois beaucoup d'intérêt à garder une communication, une communauté de pratique à des niveaux intermédiaires de décision. Donc, toute l'organisation administrative des centres de recherche, entre autres, puis les gens qui gèrent vraiment l'organisation administrative, les ressources humaines et autres,
doivent être à intégrer dans un réseau dans une communauté de pratique. Puis ça se fait, ça commence à se faire, ça se fait beaucoup mieux qu'il y a déjà quelques années, mais je pense qu'il faut continuer à développer ça. C'est très important. Je note tout ce qui est dit ici. Merci beaucoup pour vos commentaires. Puis en fait, François Pelletier a fait dans le chat encore une fois mon travail. Je voulais juste vous dire qu'il y aurait un prochain événement justement de la communauté de pratique d'Alias qui cette fois-ci sera sur l'IA générative pour la recherche le 6 octobre prochain. Donc il y a un lien pour s'inscrire. C'est vraiment François Pelletier, notre expert ici, qui va vous expliquer comment on peut justement intégrer des modèles de langage sur votre propre serveur sans justement avoir besoin de se servir de ce qui existe et qui est payant et qui n'est pas forcément sécurisé. Donc, il va faire toute une discussion là-dessus. Puis, il y a aussi le lien vers la communauté de pratique d'Alias, où justement, on a un forum Matamos, parce que quand on parle justement de faire ces communautés de pratique, un des aspects importants, comme tu l'as dit, André, c'est qu'on veut rejoindre le plus de monde possible, pas seulement les personnes qui sont forcément directement dans le réseau de la santé, mais aussi les personnes qui seraient peut-être plus du côté académique ou dans différents types de technologies. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de communautés de pratique sont seulement dans le réseau de la santé et donc sur Teams et donc sur Microsoft. Et puis on les connaît tous, les pare-feux de Teams entre différentes institutions. Je dis pas que notre solution est la meilleure, mais elle est accessible à tous sur Mattermost, un peu comme Slack, mais c'est ça, un outil open source. Donc voilà, on essaye de rendre ça plus accessible, puis c'est ça. Donc si jamais vous avez des commentaires sur ce qui s'est passé aujourd'hui, des envies de futures programmations ou thématiques que l'on pourrait regarder, n'hésitez pas à nous contacter, la communauté de pratique. Autrement, j'aimerais vraiment que tout le monde remercie aujourd'hui André Carpentier, René Michaud, Romain Berti et Myriam Mallet pour s'être prêté au jeu finalement de répondre à ces questions. Puis si vous avez d'autres questions, je pense qu'ils seront très contents que vous les contactez eux-mêmes ou d'autres personnes de leurs équipes. Donc je vous remercie. L'enregistrement va être fait et je vais le partager à toutes les personnes ici présentes et toutes celles qui s'étaient inscrites justement à cet événement. Voilà. En vous souhaitant un bon lunch pour ceux qui n'ont pas encore mangé et je vous remercie encore pour tout. Merci tout le Merci. monde. Merci. Bonne Merci à vous. journée. Bye. Au Bonne plaisir. journée.